de notre langue et de la fierté de notre culture, la Société nationale des Québécois et Québécoises des Laurentides, la SNQL, et le Mouvement Québec français, le MQFL, sont fiers de constater qu'après 13 ans d'existence, notre concours d'expression française qui rassemble les amoureux de la langue et leur permet d'offrir le meilleur de leurs connaissances et de leur créativité linguistique, s'inscrivent encore et toujours parmi le concours grandement couru des Laurentides. Gaston Miron, parrain de ce prix d'excellence en français, serait fier de constater que son combat pour la sauvegarde de notre langue unique porte fruit et trouve chez les amoureux du français de tous âges un moyen d'expression bel et bien vivant. À la question que nous posons chaque année, mais qui était Gaston Miron? En réponse de laquelle nous vous présentons d'habitude un des multiples reportages honorant ce grand poète québécois et éditeur né à Sainte-Agathe-des-Monts, nous avons décidé cette année de vous offrir un témoignage vivant de qui était l'homme derrière le poète et l'éditeur, en invitant sa conjointe, Marie-André Baudet, à venir vous adresser quelques mots à ce sujet. Qui était Gaston Miron? Madame Baudet, je vous en prie. Merci beaucoup. Je n'ai pas la prétention de pouvoir vous dire qui était Gaston Miron et je pense que c'est très bien ainsi. Vous en êtes à la 13e édition, vous reposez la question d'année en année et je pense que tant qu'on va lire la poésie de Gaston, tant que le Québec va exister, on va se poser peut-être la question avec bonheur. Qui sont les gens qui ont fait le Québec et qui nous représentent? Donc c'est très bien ainsi. Donc, je suis très, très heureuse de participer à cette belle matinée de la poésie, très impressionnée de voir le nombre de participants, le nombre de finalistes. C'est donc la langue française se porte bien dans les Laurentides. Et la création, ce qui est capital, hein, que la création, l'inventivité, l'imaginaire, on les garde toujours donc très dynamiques. Je suis venue très souvent ici à Saint-Jérôme parce que Gaston avait deux de ses sœurs qui y habitaient. Et donc en revenant ce matin sur la route, je pensais à Gaston, je pensais à Denise et Suzanne et à toutes ces belles soirées et ces belles après-midi aussi que nous avons passées ici à Saint-Jérôme. Avant toute chose, donc, il faut que je remercie évidemment l'équipe, la belle équipe de la Société nationale des Québécoises et des Québécois de la région des Laurentides, particulièrement donc Marilène Paré, Martine Laval et Hélène Morancy qui ont bien voulu donc m'adresser cette invitation. Je remercie Monsieur le député aussi, c'est très agréable j'allais dire de provoquer une surprise, comme j'ai provoqué une surprise. Je fais une jeune veuve, évidemment, quand on pense que Gaston était né en 1928, ce qui n'empêchait qu'il était de nous deux le plus jeune, je vous l'assure. Gaston aurait été très touché de savoir qu'un prix d'excellence en français porte son nom dans sa région natale. L'attachement qu'il avait pour Sainte-Agathe, où il est né, mais Saint-Jérôme, où sa mère très tôt, après la mort donc, de son père, Charles, elle est venue s'installer ici avec ses enfants pendant que Gaston est allé à Granby suivre donc, ses études. Il était tout petit, hein, 12 ans, et il a passé jusqu'à 18-19 ans dans un collège loin de sa famille, loin de sa région, et c'est ce qui lui a donné le goût de la poésie, sans savoir, Pierre Neveu le raconte bien dans sa biographie, sans savoir que ce qu'il écrivait était de la poésie. Donc il écrivait sur les paysages du Nord, il écrivait sur sa mère, il écrivait sur ce qu'il aimait et qu'il n'avait plus avec lui. Donc c'est un territoire très important pour lui, c'est resté jusqu'à la fin. Et quand des amis français, européens venaient, c'était toujours la visite dans le Nord. Il faut que tu viennes voir le Nord, il faut que tu viennes voir mes montagnes.
Il les amenait et conduisait comme un fou d'ailleurs, une petite Renault 5, peut-être certains l'ont déjà vu. C'était un peu dangereux parce qu'il jouait de la musique à bouche puis continuait à jouer. C'était assez merveilleux. Donc vous savez qu'il avait un amour infini pour la langue française. Je précise toujours langue française comme il le faisait. Il ne parlait pas de langue québécoise, Gaston. La langue française du Québec. En disant la langue française, on est avec tous les locuteurs de langue française du monde. Nous qui sommes ici perdus sur un continent anglophone ou hispanophone, hein, on n'est pas très nombreux, ben, d'avoir ce lien fort avec des parlants français, avec des francophones de partout dans le monde, ça nous donne une force, ça donne une force à notre langue, ce qui, évidemment, ne veut pas dire que nous n'avons pas des particularismes, que la langue française du Québec n'est pas particulière, n'est pas différente, elle est très riche, vous le savez. Donc il avait un amour infini pour sa langue maternelle. C'est la poésie, probablement, qui l'a sensibilisé aussi à l'importance de sa langue, à l'importance de l'écrit, au sens des mots, aux 1000 nuances que les mots peuvent apporter à la pensée. Posséder sa langue comme individu ou comme collectivité, c'est se posséder soi-même. C'est pouvoir exprimer ce qu'on est, sa singularité. Et la poésie, comme l'ensemble de la littérature, qu'on soit auteur, comme plusieurs d'entre vous sont aujourd'hui, ou qu'on soit lecteur, ce que nous sommes tous, offre la possibilité de pousser encore plus loin ce besoin si profond de se dire à l'autre et d'aller à la découverte de mondes plus libres et plus humains. On a chanté tout à l'heure sur la musique de Gilles Bélanger, cette mise en musique d'un poème de Gaston. Les mots nous regardent, ils nous demandent de partir avec eux jusqu'à perte de vue. C'est très beau et c'est ce qu'ont fait ceux qui ont écrit et participé à ce concours. Je me souviens avec quel intérêt Gaston prêtait l'oreille aux conversations partout, dans les cafés, sur la rue, qu'on soit à Montréal ou qu'on soit à Paris. Partout, il écoutait comment les gens parlent. Il écoutait aussi avec une grande attention, ça m'est revenu récemment, ça. Il écoutait les invités de l'émission de Bernard Pivot, les plus âgés ici se souviendront de cette belle émission Apostrophe, qu'on écoutait religieusement tous les dimanches. Il fallait s'asseoir, pas parler, on écoutait Apostrophe. Et Gaston notait, avait soit des feuilles volantes ou des carnets qui traînaient, et il notait les expressions. Il me disait, as-tu entendu? As-tu vu comment il a dit ça? Ah, c'est formidable, hein? As-tu vu? Puis là, il notait. C'était pour lui ces notations, cette attention au langage parlé aussi, hein? Au langage parlé des écrivains, au langage parlé des gens qu'il rencontrait dans la rue, comme un réservoir pour ses futurs poèmes. Et ça nourrissait son imaginaire de la langue. J'aime toujours rappeler qu'en matière de langue comme de littérature, Gaston n'avait rien de puriste, rien d'un élitiste non plus. Son amour de la langue française était, pour employer un mot actuel, son amour de la langue française était inclusif. Hein? L'essentiel à ses yeux résidait dans la justesse, dans l'adéquation entre un propos, un sentiment et son expression. Cette ouverture aux 1000 possibles de la langue s'accompagnait chez lui d'un travail incessant pour trouver le mot qu'il fallait. Que ce soit un mot du vocabulaire savant, comme agonique, hein, dans l'homme agonique, ou comme aliénation, dans un monologue de l'aliénation délirante, ou encore un mot relevant des particularismes de notre faune, comme achigan. J'ai du chien d'Achigan plein l'arbre, c'est dans le poème La marche à l'amour. Et je suis allée en octobre faire une petite tournée en France pour parler
la poésie de Gaston parce qu'il est à sa poésie, son recueil, L'Homme rapaillé, est inscrit au programme de l'agrégation française, qui est vraiment un concours très prestigieux en France qui forme les futurs instituteurs, donc c'est vraiment important. Et ils ne savent pas ce que c'est un achigan. Alors nous, là, j'étais heureuse de pouvoir dire, mais c'est un poisson très énergique. C'est difficile de le pêcher parce qu'il se débat, parce qu'il bouge. Il est très énergique. Donc j'ai du chien-dent d'achigan plein l'âme. Hein? J'ai de l'énergie. Je suis prêt au combat. Je suis là, vivant. Donc, même des sacres, hein, vous savez, Batèche, dans la séquence de la Batèche, ben, le sacre, qui est un diminutif ici, vous savez, de baptême, exprime tout à fait la révolte, la colère des dépossédés. L'essentiel pour Gaston était de découvrir le mot pouvant le mieux traduire sa pensée, le mot qui pouvait faire image. Dans un texte publié en 87, où il retrace son parcours politique, mais relate aussi la difficulté qui fut la sienne, comme celle de tant et tant de Canadiens français, à reconquérir leur langue, à la désinvestir de la langue de l'autre, de l'anglais. Gaston écrit « Je devins alors, quand il prit conscience de l'état de la langue ici, je devins alors, et je le suis toujours, un obsédé du mot juste et jusqu'au bout, de la précision absolue du mot, de la propriété des termes à tout prix, non pas dans une langue figée, pure, mais dans une langue d'aujourd'hui, qui crée sa propre dynamique, qui se détermine à partir d'elle-même dans son évolution et les échanges qu'elle se choisit. » Alors, il écrit cette phrase que j'aime beaucoup. « J'écris avec toute l'étendue de ma langue. » Ça doit parler aux poètes dans la salle. Écrire avec toute l'étendue de sa langue. De l'archaïsme, rapaillé par exemple, au néologisme et à l'emprunt, dans un souci constant, maniaque, de la justesse du mot, d'où qu'il vienne. Cette exigence, cette obsession du mot juste a fait que Gaston, n'a jamais cessé de retravailler ses poèmes, même à sa mort, il trouvait que L'Homme rapaillé était dans une version non définitive, parce qu'il y avait quelques vers en souffrance, il aurait voulu retravailler encore, alors qu'on était en 96, et que le recueil a été publié la première fois en 70. Donc, remettre son travail sur le métier, comme on dit, ça c'est Gaston connaissait ça. Aussi, n'est-ce que justice, que son nom, que son œuvre servent aujourd'hui à illustrer la richesse de la langue française et la vitalité de la poésie québécoise. Je vous remercie, je vous souhaite une belle... Merci. En ce mois de la francophonie, où le concours des prix d'excellence en français Gaston Miron s'inscrit, il est important de souligner les enjeux auxquels font face cette richesse nationale qu'est notre langue française et dont nous devons faire tout en notre pouvoir pour empêcher son déclin dû à l'envahissement de l'anglais sur notre territoire et dans nos vies. Camille Lorrain, homme politique québécois et père de la Charte de la langue française, la loi 101, clamait ceci. La langue est le fondement même d'un peuple, ce par quoi il se reconnaît et il est reconnu, ce qui s'enracine dans son être et lui permet d'exprimer son identité. Notre langue québécoise est riche d'accents et d'expressions, et aux critiques que nous pourrions avoir sur notre joual et nos sacres, les grandes plumes de chez nous les élèvent à des nuances, des intensités que nous seuls comprenons vraiment. C'est sûr qu'une phrase avec trop de sacre, ça brise un peu la clarté du message. Mais il y a des sacres bien placés qui sont des véhicules pour de grands sentiments, justifie Fred Pellerin. Quant à notre vénéré Gilles Vigneault, il renchérit dans le même sens avec l'exemple du froid et du fret, dont la distinction, exprime-t-il, en est une de consternation, le mot fret soulignant le rapport particulier que les Québécois entretiennent avec l'hiver. Fret est plus mordant,
Et peut-être faut-il être né dans nos quelques arpents de neige pour en ressentir et en apprécier les subtiles nuances, exprime-t-il. Alors entre nous, notre langue n'est-elle pas l'expression de notre identité et de notre sentiment d'appartenance à cette identité? Ne la laissons pas nous glisser entre les doigts par manque de vigilance. Soyons fiers de notre québécitude et faisons en sorte que le français soit reconnu et respecté comme la langue de notre nation distincte. Transmettons notre fierté identitaire, notre culture singulière et notre langue française à travers les générations afin de perpétuer ce qui nous distingue. C'est en montrant l'exemple, en la parlant bien, en l'écrivant et en la chantant avec cœur, comme nous savons si bien le faire, que tout s'imposera naturellement. Tenons-nous debout pour faire en sorte qu'au Québec, ce soit en français que ça se passe. Au Canada, 1929. Retiens cette date, tu deviens une personne. Si t'es pas une femme asiatique ou autochtone. Avant ces plaques, tes personnes n'existent pas, t'es pas là, déconne pas, t'es pas un homme. Puis avant 1940, au Québec, t'avais pas le droit de vote. C'est pas Godbout qui a porté ses culottes, c'est des femmes debout, comme Clé de voûte qui ont défoncé des portes debout. Des fois par un travail de sape contre les portails de pape, d'autres fois à coups de bélier contre les fous de l'autorité. Il y a des positions clés qui rapportent, puis il y a des traditions passées qu'on a mises à la porte. Jamais on nous a remis les clés de la ville, jamais on a construit, puis ça a été facile. Mais on est encore là, avec nos sororités, puis on ne se laissera pas faire par des soldats de vérité. À une autre époque, il était question de ceinture, sur fond d'électrochoc pour la chasteté de la dictature. C'est une histoire de coq sur fond inégalitaire. Ma mémoire suffoque dans ses relations locataires. Puis inscrite dans nos racines, habitent les clés à sardines. Utiles pour les vitamines, mais futiles pour des clandestines qui cachent dans leur poche la clé des champs pour se connecter à la terre et aux vivants, libres comme tête de caboche. Ça fait qu'on a dû user des clés à molette pour serrer, desserrer les boulons des grognons qui nous voulaient coquettes et yvettes, alors qu'on était suffragettes. Puis rappelez-vous, c'était le temps des clés anglaises, mais j'en ai d'autres préférées, ne vous déplaise. Vous acquiescez? J'en suis fort aise. Eh bien, dansons maintenant avec les 101 clés françaises. Combien de clés de contact qu'on a activées avec tact sur des sujets compacts tout en restant intacts malgré les attaques du patriarcat qui claque et que clique et que claque. On agit sans fausse clé, ni fausseté, oui, faut se terrer, oui, faut se taire, au contraire. On s'est affairé à se défaire des cons cassés, des sphères canassées. C'est qu'on en a assez de cette clé. Sauf pour la clé de bras, où je me vois des fois puis parfois mettre KO tous ces machos et créer le chaos, où porterait le bras haut. Tant de fois cette technique de combat masticotant face aux tactiques du patronat. Clé de voûte, clé d'espoir au compte-gouttes vers le pouvoir pour contrer les inégalités. Mais où est la clé du royaume pour abattre la pauvreté, tous ses symptômes? Puis sur la portée des indignés, on a refusé la bémol et ses abîmes. Pas question de se résigner, c'est une question d'estime. On en a ras-le-bol. Ça fait qu'avec une bricole, on s'est ficelé une dièse pour forcer la note d'un demi-ton et enfoncer les portes en demi-fond. Que cessent tous les systèmes d'oppression, que naissent des chaînes d'opposition face à toutes les astuces des clés et des inégalités pour laisser de la place à plus d'humanité. C'est le terminus. Avant que tout se détraque, avant les derniers tic-tac, faudra user de tactique dans une franche rébellion et faire blocus à tous ces monarques pour sauver la beauté du papillon. La goutte. Submergé jusqu'aux épaules, vous flottez dans l'écho du silence trempé du bain. De l'eau s'élève, des effluves vaporeux qui embrument le miroir de votre journée. Tout serait parfait. Moment vide dans la caverne creuse de cette céramique bleutée, si ce n'était de la goutte qui pendouille et chute de la bouche du bain. Karma de la tuyauterie urbaine, mettant psychose de la goutte, la même et pourtant jamais tout à fait la même.
Plouch, plouc, plouch. Ça chute des cris de petits cercles oscillatoires, des ondes qui brouillent la surface tranquille de l'eau. Parfois, la goutte vient s'écraser sur la plante de votre pied, chatouille dans sa glissade vers une mort dissolue. Vous êtes hypnotisé par ce renouvellement constant, cette chute incessante. D'où vient-elle? Un résidu de l'indicible distribution de l'eau? Comme si elle restait suspendue au mouvement affluent, un rejet du flot coulant qui s'est arrêté aux commandes du robinet. Ce n'est qu'avec une gêne précieuse et une pudeur larmoyante qu'elle hésite à remplir son devoir. Je ne vous dérangerai pas. Faites comme si je n'y étais pas, semble-t-elle vous dire, mais il n'en est rien. Vous la remarquez, vous l'entendez, vous la voyez lentement terminer sa tâche, remplir juste un peu plus le bain. Goutte. Un mélange de goût et de doute. Goût. Saveur aqueuse et nue de cette relâche dans le cœur du quotidien. Vacuité douce de vous submerger un instant dans cette pureté chlorée du bain. Baptême renouvelé du travailleur qui a fini sa journée. Doute? Doute de la suspension infinie de cette fuite dans la solitude. La goutte, déjà, annonce le souci de la durée, métronome de votre pensée mouillée dans la baignoire. Tout serait parfait si ce n'était de cette goutte. Et pourtant. Allons-y. Être femme. Être femme, c'est traîner 1000 charges inapparentes, camoufler sa douleur derrière un sourire, manquer d'encre pour écrire son avenir, avancer malgré les remarques insensibles. Elle marche souvent seule dans sa quête, oppressée par les regards, les règles, la défaite. Ses yeux cachent des océans de douceurs oubliées. Son cœur dissimule des rêves brisés. Cloîtrée dans les standards, elle pleure en silence, en cherchant sa place et jamais l'indulgence. Elle vit 1000 vies en un seul corps anéanti. Elle est fille, sœur, mère, amante et amie. Elle cherche son droit de paver un nouveau chemin dans un monde où tous ses actes semblent vains. Car être femme, c'est être plus qu'une image, c'est être un souffle, une voix, un paysage. C'est faire briller la vie quand tout semble faner, être l'étincelle qui illumine les soirées, devenir la capitaine de son propre navire, laisser chatoyer l'éclat d'un monde à bâtir. Sous nos pieds, il y a l'avenir qui se dessine, un monde juste et libre où tout s'illumine. Touche le ciel avec tes mains ambitieuses, car être femme, c'est être précieuse. Je ne me souviens, prisonnier des radicaux libres, mon cerveau, blanc d'érosion en corail agonisant, blanc de mémoire, trou blanc, trou noir. En territoires incertains, torture d'hésitation, j'essaie de me rappeler, héritier d'une obsolescence jusqu'aux cellules programmées. Réflexion court-circuitée, méninge en lambeaux, synapses en oripeaux, neurones en porte-à-faux. Les visages pourtant familiers, innommables, quête la reconnaissance. On me déclame, je suis ta femme, je suis ton fils, mais moi, je suis perdu. Atone et terrorisé, pétrifié d'amnésie, l'œil terne, inquisiteur, l'esprit roulé dans la farine corrosive qui naît d'avoir vécu. L'échafaudage bancal de la souvenance vacille et ploie sous les doutes. Tâche mnésique, herculéenne, ma tête perd pied, je me range, abdique, je renonce, restant seul parmi les autres.
Les souvenirs en pièces détachées gisent inertes sur le parquet de ma cervelle. Tout ce qui fut n'est plus. Tout ce qui est a disparu. Tout ce qui est, disparaît dans le cancer de mes repères. Qui suis-je? Où suis-je? Et depuis quand? Encore et toujours je cherche. Pourtant, il me semble, mes peines perdues, mémoire en friche, terre minée, infertile, terminée, vains supplices de recollage, d'espace, de lieux, de personnages, vagues de vagues impressions, une torture d'hésitation. T'ai-je déjà dit? Je ne saurais dire, et il paraît qu'elle a un nom, cette quête incessante, cette poursuite infernale d'un passé disparu, cette confusion maladive, cette nécrose des souvenirs, ce blasphème cérébral rendant le mental carcéral. Il paraît qu'elle a un nom, cette infamie, mais quel est-il? Réminiscence évanescente, parenthèse d'anamnèse, descente sans rappel, vestige et vertige. Oublis infinis, tête flétrie, agonie, Alzheimer. Entre l'amour et le temps. J'ai 18 ans, mais je me sens comme un étranger, dans un monde où je me perds, où je veux juste respirer. Autiste, ouais, c'est ce qu'on me dit, mais moi, je suis juste un ado un peu perdu, mais qui rêve d'aller là-bas. J'y vois les autres s'aimer, se tenir la main. Moi, je reste là, bloqué dans ce coin, où les gestes sont trop compliqués, les mots trop lourds. Comment aimer quand t'as pas les clés de l'amour? Je veux ressentir ce truc, mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi tout est un défi, pourquoi je suis toujours à attendre. Je regarde mes amis, leur rire, leur complicité, et moi, je suis là à chercher une vérité. Mais voilà que j'ai 18 ans, un cap, un choc, le temps file, me rattrape, et ça me claque en pleine tête. Ce moment où tu grandis, où tu vois tout se dérober, où la peur de vieillir te bouffe, te laisse à genoux, abattu, isolé. Je crains de ne pas savoir avancer, de rester figé dans ce monde de codes sociaux où je ne suis pas adapté. Je veux pas grandir, je veux pas vieillir. J'ai peur de devenir invisible, de n'avoir plus rien à offrir. La solitude me colle à la peau comme une ombre. J'ai l'impression que personne ne me comprend, que je suis l'unique. Mais j'ai des rêves, des peurs, des luttes, des cris. Et malgré tout, je suis là à essayer d'écrire ma vie. J'ai 18 ans, mais je suis un ado, pas un homme. Je cherche des réponses, des bras pour m'accueillir, mais je suis perdu. Et l'amour semble si loin. J'ai peur de vieillir, de mourir sans avoir vécu. Ma Laurentie. Je m'éveille chaque matin à la beauté de mes lieux habités. Lieux qui me sont encore étrangers, dus à leur nature d'illusionnisme, d'illusionniste, constante métamorphose et hypnotisme. Difficile de s'enraciner au milieu de la tourbe mouvante, où tout revêt les ombrages de l'étrangeté inquiétante, mais je préfère encore caler dans la fange putréfiée des pays d'en haut que de pourrir en ville parmi les miens. Ici, les arbres me renvoient la souplesse de mon échine et la force de ma résilience tranquille.
Terreau fertile de guérison, je reçois aux yeux leur mystique poudre d'or. Cicatriser ici me sera plus facile. Je vernis mes ongles de pied avec une substance visqueuse et toxique qui rappelle pourtant le verre riche et chatoyant de la mousse et du lichen. L'or ancienne de la tête aux orteils. Je parfume ma nuque, la peau fine et veinée de mes poignets, le creux tendre de mes seins, la cavité sacrée de mon nombril à l'huile essentielle d'épinettes noires. Camouflage odorifère. Ma nature d'apparat, je la revais comme un déguisement, en attendant de me fondre dans le décor, en attendant de converser librement avec les micelles, vouloir devenir le paysage. Le passager clandestin. J'ai 10 ans, et déjà tu te glisses dans les ombres de mon enfance. Mes parents te sentent dans mes silences, mes absences. Quand les autres courent, tu me dis de rester immobile. Méfie-toi, tu es si fragile. J'ai 20 ans. Tu es plus lourde, plus grande, plus forte que moi. Les autres dansent, crient, embrassent la joie. Mais moi, je me perds dans mes battements de cœur. Trop vite, trop fort, une machine à vapeur. Reste là, ce monde est trop grand. Tu tomberais si tu faisais un pas en avant. Alors, je regarde les trains partir et laisse mes envies mourir. J'ai 30 ans et ma vie est en pause. Les jours s'effacent, les questions explosent. Tu murmures, plus tard, attends à demain. Puis demain devient hier et l'espoir s'éteint. 40 ans. Les années glissent entre mes doigts, le temps court, mais jamais comme toi. Un mariage que je n'ai pas osé, des voyages que je n'ai pas tentés. Puis me voilà à 50 ans. Ma jeunesse est partie, tu tiens dans tes mains toute ma vie, une vie que je n'ai pas vécue, des souvenirs que je n'ai jamais eus. 60 ans. Et je suis fatiguée. Fatiguée d'attendre et de te porter. Tu n'as pas vieilli, toi, bien sûr que non, et toujours tu verses les gouttes de ton poison. 80 ans. Et tu es toujours là, oppressant, mais je ne t'écoute plus. Je m'éteins lentement. Je ferme les yeux, je desserre mes mains, et pour la première fois, tu me lâches enfin. Alors que le silence m'enveloppe et m'emporte, je te vois t'évanouir derrière ma porte. Mais il est trop tard, tout est fini, car ma vie, c'est toi qui la remplis. À l'école, dans mon bulletin, il était écrit comme commentaire que j'étais bavarde comme une pie. Je savais rien des pies, moi. Mais déjà, les langues allaient bon train. Il paraît qu'il y en a une qui ne sait pas tenir sa langue. C'est la 3e des petites Sylvains. Pas question d'attendre que le curé se mouche. Vite sur mes patins, je leur tirais la langue pour faire rouge. Après, je devais la ravaler. Comme c'était trop longue, la tourner 7 fois dans ma bouche, même la donner au chat. Plein d'exercices sans plaisir pour un petit organe qui voulait sortir comme une truite sur l'asphalte sans volonté de se retenir. Enfin, on s'est débarrassé de ces grandes soutanes noires puis de leurs homélies. À cette heure, c'est le complet cravate bien assorti qui nous exploite. On voit noir, noir comme dans le cul d'un ours. Fait qu'on apprend vite qu'il vaut mieux pas avoir la langue dans sa poche. Quand c'est riche, fier pète de la classe dominante, beurre épaisse, pète les bretelles, pète plus haut que le trou, anti-idiot connaissant, pète le brou. C'est le même air qui a l'air de savoir ce qui est bon pour nous. Ça nous oblige à avoir la langue liée quand ça dirige avec la langue de bois. On pourra dire qu'on a eu du pain sur la planche avec les petits bosses des bécosses de pelleteux de nuages de patente à gosse. Notre pouvoir est dans notre langue. Puis nos mots, c'est la langue du pouvoir. Chaque fois qu'on y a cru dans nos grands projets de société, on n'a pas chiqué à guenille, puis on s'est fendu le cul pour y arriver, parce qu'on n'a pas le cordon du cœur qui traîne dans la marde. On a du cœur au ventre puis la couenne dure. On est de ce peuple qui n'a pas les 2 pieds dans la même bottine, même quand on a de la broue dans le toupette, quitte à passer la nuit sur la corde à linge sans tambour ni trompette. Tu sais, quand j'arrive bien cerné et que je cogne des clous, tu comprends quand je te dis que j'ai affaire à la terre, pas besoin de varger sur le clou.
Ça s'entendait déjà dans nos assemblées de cuisine, ben avant Ricardo. Du genre d'un soir, avec les deux yeux dans la graisse de bine, ben assis sur notre steak, proche de tomber d'un pomme parce qu'on s'est pacté à fraise, on serait content des salades. Ben le lendemain de la veille, on se pogne pas le bacon pour autant, puis on lâche pas la patate. Mais, des fois, on est branleux. On veut pas se casser le bicycle, fait qu'on ferme nos gueules puis on vient avec le truc de cul en dessous du bras. C'est pas chic. Quand on se fait confiance, on sort de nos emprises, on prend le taureau par les cornes puis on se fait pas prendre pour des valises. Mais là, le temps pèse. Ben à côté dans la barrure, à fond la caisse. Ensemble, on peut se tourner sur un 10 cents puis créer une fissure dans l'ordre mondial des grosses poches devenues obscènes. Puis le temps de niaiser avec la POC. Faut qu'on continue sans attendre la bus. Autrement dit, faut battre le fer pendant qu'il est chaud, puis baiser le cul du diable pendant qu'il est fret. Ça, mes amis, c'est de la prose avec du front autour de la tête. Ça, c'est de la prose, mes amis, avec du front autour de la tête. Devenons les artistes d'une langue qui se fourre partout, puis qui ose dire que quand la moutarde lui monte au nez, ben l'affaire est ketchup. L'amitié qui résonne dans la clairière.